Bonjour. Bienvenue sur la chaîne podcast de la chaire Grands enjeux stratégiques contemporains. La thématique pour cette année 2024 s'intitule « Confrontation et recomposition stratégique ». Cet épisode est un extrait de la conférence prononcée par Madame Barbara Kunz, directrice du programme Sécurité européenne, SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute. La conférence s'intitule « L'Europe et son futur ordre de sécurité, existe-t-il une vision partagée ?» N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne podcast ou YouTube pour être informé de toutes nos publications. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Merci beaucoup de l'invitation. Je suis vraiment ravie d'être ici en votre compagnie ce soir. C'est un grand honneur pour moi. Et je me réjouis de pouvoir discuter avec vous de l'avenir de l'ordre de sécurité européen. Alors, évidemment, nous savons tous que nous, Européens, sommes en train de vivre une période absolument cruciale pour notre sécurité, et ce pour de multiples raisons situées à l'est et à l'ouest, et bien sûr chez nous aussi. Et tout ce que nous savons à l'heure actuelle, je pense qu'on peut tout à fait le dire comme ça, c'est que l'ordre post-guerre froide, cet ordre qui était construit sur la charte de Paris, a volé en éclats avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. Et on ne sait pas encore trop ce qui viendra ensuite, quel sera le nouvel ordre. Et quand il s'agit de se poser la question de savoir s'il y a une vision commune, la première réponse qu'on peut apporter, c'est que si vous incluez la Russie dans ce nous, la réponse est certainement non. On n'a pas de vision commune avec la Russie concernant le nouvel ordre de sécurité européen. Ce qui fait que ce soir, je vais exclusivement parler de l'Europe au sens Europe de l'OTAN, Europe de l'Union européenne, Europe occidentale, parce que de toute manière, avec la Russie, on sait parfaitement qu'on n'a pas de vision partagée. Et dans cette Europe qui nous intéressera ce soir, le grand changement, évidemment, depuis l'invasion de l'Ukraine, c'est qu'on est vraiment passé d'une idée de sécurité coopérative, de sécurité à construire avec la Russie, à considérer comme la Russie comme une menace et un adversaire, ce qui est aussi entériné dans de nombreux documents stratégiques, à la fois au niveau national, dans quasiment tous les pays européens, mais aussi au niveau Union européenne, OTAN, etc. Et alors, si on traduit cette nouvelle réalité en termes de politique de défense en Europe, dans l'OTAN et au niveau national de ces pays membres, on voit que l'accent est désormais sur la dissuasion et la défense collective, le retour de la défense territoriale. Et tout ça est, par exemple, très évident dans le nouveau concept stratégique de l'Alliance Atlantique adopté en 2022. Donc, sur cette question-là, je pense qu'on peut tout à fait dire qu'il y a consensus en Europe. On mise sur la dissuasion, et dans un contexte européen un peu hors de France, je dirais, il faut aussi bien garder en tête que la dissuasion n'est pas uniquement nucléaire, mais que c'est vraiment la dissuasion au sens large, qui donc inclut les moyens conventionnels, et qui va même au-delà dans une logique de dissuasion par le déni, qui contient aussi des notions de résilience sociétale, de vraiment rendre plus difficile pour un adversaire d'attaquer. Cependant, qu'est-ce qu'il en est des détails de ce consensus? Comment vraiment l'opérationnaliser? Comment le mettre en œuvre? Et quand on va un peu plus loin que juste la situation actuelle, c'est comment envisager la relation avec la Russie. Parce que relation avec la Russie, il y aura, c'est inévitable, même si c'est une relation dans laquelle on ne se parle pas. Juste pour des raisons géographiques, la Russie sera juste à côté, et donc on aura forcément une sorte de relation avec ce voisin. Et donc la question qui se pose, c'est de savoir comment on gère
cette situation, comment on gère l'instabilité, comment on gère la relation conflictuelle qu'on aura sans doute avec la Russie. Et donc, en arrière-plan de ces interrogations, évidemment, il y a les questions que tout le monde, ou presque tout le monde en Europe se pose sur l'avenir des garanties de sécurité européenne. Vous avez fait allusion aux propos de l'ancien président Trump tout récemment dans les médias. C'est un des exemples. Malheureusement, il y en a d'autres. Et donc, quand vous regardez de très près les réponses qu'on donne à toutes ces interrogations en Europe, on se rend compte qu'en fait, les réponses en Europe sont un peu moins unifiées qu'on pourrait peut-être le croire. Et donc, c'est cela que j'aimerais vous proposer ce soir, c'est vraiment d'analyser plus en détail les différences entre Européens, d'essayer de comprendre aussi d'où viennent ces différences, quelles en sont les sources intellectuelles. Donc, ça risque d'être un petit peu théorique, mais j'espère à la fin pouvoir vous convaincre que les questions un peu théoriques valent aussi la peine d'être analysées. Et je me permettrai aussi de vous présenter une vision du monde peut-être un peu noir et blanc, mais ça sera dans un esprit d'idéal type à la Max Weber, pour en fait rendre les propos plus clairs et plus analytiques. Et donc, c'est sur là que portera une première partie, c'est-à-dire ces éléments qui constituent l'analyse en Europe. Et la deuxième partie de mon exposé ce soir portera plus concrètement sur la question de savoir comment on va de l'avant au vu de ces divergences européennes. Alors, dans le contexte actuel de la guerre en Ukraine, je trouve qu'on a grosso modo une unité assez remarquable parmi les Européens de soutien à l'Ukraine. On a évidemment des débats concernant l'étendue de ce soutien. Est-ce qu'on fait assez? Quel système il faut qu'on livre à l'Ukraine? Qui ne fait pas assez, etc. Il y a le président Orban qui est un peu à part, mais par ailleurs, je trouve, personnellement en tout cas, j'ai été positivement surprise par l'unité européenne dans ce contexte. En même temps, vu le sujet qui nous intéresse, on peut dire aussi que pour l'instant, le consensus porte principalement sur des questions relativement pratiques, des questions de logistique, des questions pas très conceptuelles, si vous voulez. Et on est aussi dans un contexte où, à mon avis, il semble assez évident de la réponse à donner, soutenir l'Ukraine. Il n'y a sans doute pas beaucoup d'alternatives. Donc, soutenir l'Ukraine dans sa guerre, c'est pas la guerre de l'Ukraine. L'Ukraine a été attaquée par la Russie, évidemment, mais dans sa défense. Et dans un avenir dont on ne sait pas trop quand il arrivera, évidemment, de mettre fin à cette guerre de manière acceptable pour l'Ukraine. Dans le plus long terme également, les questions sur lesquelles il faudra se mettre d'accord. Et là, je pense qu'il sera déjà plus difficile de trouver un consensus européen, mais peut-être pas tant que ça. Ce sont toutes les questions qui sont liées à la reconstruction du pays, ou questions qui sont liées à la question de savoir si on donne des garanties de sécurité à l'Ukraine, sachant que signer des papiers qui disent garantie de sécurité, ce n'est pas très compliqué. Ce qui est vraiment compliqué, c'est de les rendre crédibles. Comment faire en sorte qu'on puisse donner des garanties de sécurité crédibles aux Ukrainiens. Puis il y a tous les dossiers d'accession de l'Ukraine à l'Union européenne, à l'OTAN. Donc c'est là-dessus que je pense on aura un peu plus de mal à trouver des consensus européens, mais ça sera tout à fait gérable. Par contre, la vraie question qui se posera, c'est celle de la future relation avec la Russie. Et je pense qu'à l'heure actuelle, dans ce contexte de guerre en Ukraine, les désaccords européens sont un peu couverts par ces questions pratiques et la nécessité évidente de soutenir l'Ukraine. Parce qu'une chose dont on
dont on doit être convaincu, à mon avis, c'est qu'il ne faut absolument pas se faire d'illusions. Le conflit avec la Russie continuera une fois la guerre en Ukraine terminée. Il suffit d'écouter les discours et les interviews du président Poutine pour ne pas vraiment avoir de doute là-dessus. Ce qui fait que même une fois la guerre en Ukraine terminée, du point de vue européen, on sera vraiment dans un mode de dissuasion et de défense, et il serait totalement naïf de penser qu'on verra un retour à la sécurité coopérative. Et en ce sens-là, le consensus qu'il y a sur cette question, c'est déjà du progrès, puisqu'on a vu des années de débats européens qui portaient essentiellement sur des prépositions quand il s'agissait de définir la politique européenne envers la Russie. Désormais, on s'est mis d'accord que la politique, la sécurité européenne se construirait contre la Russie et non plus avec la Russie. Donc cette idée de sécurité coopérative, et cette évolution du consensus concernant le contre met fin au débat qu'on a eu pendant de longues années lorsqu'il y avait ceux en Europe, notamment les Allemands, qui croyaient en la possibilité de construire la sécurité avec la Russie, pas forcément par sympathie pour Poutine, mais voilà, ceux qui croyaient vraiment. Et puis évidemment, c'est surtout de l'Allemagne que je parle, alors pas uniquement des sociaux-démocrates comme on a parfois tendance à le croire, mais Nord Stream 2 a aussi continué sous le gouvernement Merkel, donc c'était vraiment une approche allemande et non plus pas uniquement lié à un certain parti. Et ceux qui étaient opposés à cette approche, évidemment, c'était surtout les pays qu'on qualifie de pays du flanc Est, qui, sur la base de leur expérience historique avec la Russie, n'ont jamais vraiment cru à cette possibilité. Donc voilà, le consensus en Europe aujourd'hui, c'est que la bonne préposition, c'est contre. Mais le problème, c'est que même quand on s'est mis d'accord sur le contre de construire la sécurité européenne contre la Russie, il y a plusieurs façons de le faire. Et c'est sur cela que porteront les débats de l'avenir. Et un premier indicateur pour cela, à mon avis en tout cas, c'est les réactions un peu partout au propos du président Macron, qui a dit en décembre 2022, quand il était en visite aux États-Unis, qu'un des points essentiels pour sortir de la situation actuelle en Ukraine et la Russie, c'était de fournir des garanties à la Russie. Au vu des craintes de la Russie de l'OTAN. On peut dire elles sont justifiées, elles sont pas justifiées, mais en tout cas, au vu de ces craintes, il faut fournir des garanties. Alors, c'est un discours du président français qu'on n'entend plus tellement, mais en tout cas, les réactions à l'époque étaient assez violentes, notamment des capitales baltes et polonaises. Mais donc, ça montre que les approches à la situation actuelle, ou la réponse qu'on donne à la question de savoir comment on gère le conflit actuel, repose en fait sur deux paradigmes très très différents. Et c'est de ces deux paradigmes que je souhaiterais parler plus en détail. Alors, ce qui est très important, c'est de comprendre qu'on ne parle pas du tout, je ne parle pas du tout d'un paradigme anti-russe et pro-russe. Il ne s'agit absolument pas de tomber dans cette dichotomie-là, puisque les deux paradigmes ne s'excluent pas forcément, c'est-à-dire elles ne sont pas forcément l'opposé l'un de l'autre, mais le problème, c'est qu'elles mènent à des politiques et des opérationnalisations très, très différentes, ce qui fait que dans leur opérationnalisation, ils sont souvent incompatibles. Et donc ces deux paradigmes, le premier, je l'appellerais le paradigme de l'identité, alors que le deuxième paradigme, je l'appellerais le paradigme de la stabilité. Et donc, encore une fois, ce n'est pas une dichotomie, l'un n'est pas l'opposé de l'autre, mais si vous voulez, ce sont les deux paradigmes que vraiment on retrouve dans le débat actuel et la réflexion stratégique actuelle. Alors,
pour parler du premier paradigme, le paradigme de l'identité. On le retrouve surtout à l'est de Paris, donc encore une fois dans ce qu'on appelle les pays du flanc est. Il est très enraciné dans leur expérience historique de la guerre froide et parfois avant. Et donc ces adeptes nous expliquent que ce qui se passe en Ukraine et de manière plus large le conflit entre l'Occident et la Russie est en fait dû à la nature même de la Russie, à son caractère, son identité agressive et impérialiste, ou du moins l'identité agressive et impérialiste du leadership russe actuel de ses dirigeants. Et donc cet argument repose aussi sur l'histoire, en nous expliquant que la Russie a toujours agi comme ça, et c'est la raison pour laquelle elle agira comme ça à l'avenir. Alors, on peut peut-être espérer une évolution interne en Russie, donc pour dire de façon plus simple, la fin du règne de Vladimir Poutine. Mais donc, pour l'instant, la seule chose qu'on peut faire d'un point de vue occidental, c'est vraiment de dissuader la Russie autant qu'on peut. On peut jamais exclure une attaque de la Russie contre un pays de l'OTAN ou d'autres pays européens, comme le ministère de la Défense danois, par exemple, nous l'a rappelé la semaine dernière, qui nous dit que la Russie pourra attaquer l'OTAN dans 3 à 5 ans. Et donc, dans l'idéal, la stratégie occidentale devrait consister à affaiblir la Russie, à l'écraser, comme certains disent. Et c'est aussi des propos qu'on retrouve, par exemple, outre-Atlantique, avec le secrétaire américain de la Défense qui a tenu des propos similaires en avril 2022. Et donc, ici en Europe, ce sont des propos que vous allez souvent entendre à Varsovie, dans les capitales baltes, etc. Donc voilà pour le paradigme de l'identité qui explique la situation actuelle par l'identité de la Russie. Le paradigme de la stabilité, en revanche, déjà pour le souligner, donc dans ce paradigme ou dans cette manière d'approcher les choses, l'invasion de l'Ukraine est tout aussi inacceptable. Encore une fois, c'est vraiment pas le paradigme pro-russe qui s'opposerait à un paradigme anti-russe, mais ce paradigme-là met beaucoup moins l'accent sur l'identité ou le caractère russe ou de son régime, mais en fait passe à un autre niveau d'analyse et a une approche beaucoup plus systémique, un peu plus abstraite aussi, et en termes de théorie des relations internationales. Si vous permettez d'être un peu universitaire pendant un petit moment, au cœur de ce raisonnement, vous trouvez le système international, la structure du système international et les dynamiques en jeu dans le système international. Et donc, l'idée de la stabilité nous dit que la stabilité requiert une sorte d'équilibre. Et si nous voulons la stabilité ou même à long terme la paix, ce qui est idéal, si c'est l'objectif, la Russie écrasée finalement ne serait pas la bonne voie, puisque ça mènerait à un déséquilibre et n'alimenterait que le revanchisme russe un peu en parallèle avec l'Allemagne après le traité de Versailles et tout ce qui s'est passé après. Et donc, au cœur de ce paradigme, vous avez l'idée seule une Russie qui se sent suffisamment en sécurité pourra être une Russie stable et qui n'attaque pas ses voisins. Là, encore une fois, c'est pas du tout un argument pour les zones d'influence russe ou quoi que ce soit, et encore moins, bien sûr, une justification pour la Russie d'envahir ses voisins. Mais c'est un argument pour trouver un mode de gérer la relation conflictuelle qu'on a aujourd'hui, et cette relation qui reposera, si on veut être réaliste, sur la dissuasion pendant un moment, de manière à éviter au plus possible que Moscou ne se sente menacé par les actions de l'Occident. Et donc, ce que vous avez à la base de ce paradigme, c'est vraiment la reconnaissance du dilemme de sécurité entre, en ce cas, la Russie et
et l'Occident, c'est-à-dire l'idée que les mesures prises d'un côté pour être défensives, pour se défendre, pour accroître sa sécurité, peuvent être perçues comme des mesures agressives et offensives par l'autre, et ce qui vous emmène dans une spirale d'escalade constante. Et donc c'est là qu'entrent en jeu les garanties de sécurité évoquées par le président Macron. Et donc pour les adeptes de ce paradigme de la stabilité, c'est en fait la prise en compte de ce dilemme de sécurité qui permet d'arriver à un maximum de stabilité en Europe et d'éviter la guerre, pour être relativement simpliste là-dessus. Aussi, puisque affaiblir la Russie, de toute façon, paraît comme un objectif impossible à long terme. C'est un vaste pays avec un arsenal nucléaire. Et donc, l'écraser ou l'affaiblir n'est peut-être pas la bonne stratégie, mais plutôt de trouver un modus vivendi, puisque tout simplement la Russie ne disparaîtrait pas. Donc, pour résumer ces deux paradigmes, ils veulent la même chose. Il s'agit juste de moyens différents pour arriver à une Europe qui est protégée contre la Russie, et une Europe stable et peut-être un jour pacifique. Si vous regardez le débat européen d'aujourd'hui, vous allez voir que le paradigme de l'identité semble être beaucoup plus populaire, peut-être pas tellement en France, mais en Europe de manière générale. C'est certainement le cas. Et on observe aussi une tendance à rejeter des propos comme ceux d'Emmanuel Macron que j'ai cités, comme naïfs, comme de l'appeasement, et puis dans le pire des cas, comme secrètement pro-russe. Cependant, il me semble beaucoup trop simpliste d'argumenter de cette manière, même si c'est dans une certaine manière compréhensible dans un débat très émotionnel, qui est aussi, qui vraiment porte sur des questions perçues comme existentielles dans de nombreuses capitales européennes. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce paradigme de la stabilité, en réalité, était au cœur de nombreuses politiques et approches occidentales pendant la guerre froide, d'approche de l'Union soviétique, puis après 1991, de la Russie. Donc encore une fois, juste rejeter tous ces propos comme naïfs ou fondés dans une attitude secrètement pro-russe ou quoi que ce soit, mais tout simplement correct d'un point de vue historique. Durant la guerre froide, vous aviez certes la rhétorique anticommuniste et donc, si vous voulez, une certaine dose de paradigme de l'identité, mais vous aviez aussi l'acceptation de l'existence d'un dilemme de sécurité. Vous aviez des notions comme la destruction mutuelle assurée, l'équilibre de la terreur depuis les années 60, qui sont une expression de ce paradigme de la stabilité. Et le paradigme de la stabilité ne disparaît pas non plus avec la fin de la guerre froide. En réalité, toute l'idée de maîtrise des armements repose sur une logique qui nous vient de ce paradigme de la stabilité. Et donc, tous les accords conclus entre la Russie et les États-Unis, même après la fin de la guerre froide, mais ce n'est pas non plus uniquement des accords. Ces accords bilatéraux sont sont liés à la dissuasion nucléaire, mais même dans les domaines non nucléaires, vous avez par exemple des instruments comme l'acte fondateur OTAN-Russie de 1997, dans lequel l'OTAN dit vouloir se retenir dans les stationnements, dans les infrastructures militaires, justement dans une optique de ne pas exacerber des craintes russes.
Donc voilà, c'est un paradigme qui a quand même des fondements dans la réalité, qui a été mis en œuvre, qui a été opérationnalisé par le passé, où il y a des exemples qui rentrent parfaitement dans cette logique. Et donc, pour conclure cette première partie, je pense qu'il n'y a aucun doute sur le constat que depuis 1991, donc la fin de l'Union soviétique, les choses ont mal tourné entre l'Occident et la Russie. Mais le problème pour aller de l'avant et de choisir le bon paradigme, si vous voulez, c'est que le problème, c'est que les deux permettent d'expliquer la détérioration des relations entre l'Occident et la Russie, ou moins d'avoir des éléments d'explication. Si vous demandez aux adhérents du paradigme de l'identité, ils vous diront qu'on a été trop naïfs, qu'en Europe de l'Ouest, on n'a pas voulu écouter ceux qui connaissaient véritablement la Russie, et que de toute manière, la sécurité coopérative, telle qu'on a essayé de la construire, reposait sur des illusions dès le départ. En revanche, les adeptes du paradigme de la stabilité vont vous dire que le problème et l'explication de la situation actuelle vient du fait que le paradigme de la stabilité a été de plus en plus dilué et appliqué de façon trop incohérente dans les relations avec la Russie, ce qui expliquerait à la fois la détérioration des relations États-Unis-Russie et aussi OTAN-Russie. Et les exemples qu'on cite sont par exemple l'intervention de l'Alliance Atlantique au Kosovo, mais aussi tout le dossier de la défense antimissile stratégique et la sortie de l'administration Bush du traité ABM après le 11 septembre, des infrastructures liées à la défense antimissile en Roumanie, en Pologne, etc., etc. Donc, ces exemples que je viens de vous donner sont certes des exemples qui reviennent aussi dans les discours russes, dans la propagande russe, mais je pense qu'en tant qu'analystes, nous devons aussi de les analyser avant de les rejeter, juste parce qu'elles apparaissent dans le discours russe. Donc voilà, en conclusion, ces deux paradigmes en fait permettent d'expliquer ou de lire la situation actuelle. Et le problème, c'est évidemment que ce que ça signifie, c'est que l'histoire ne nous apportera pas la réponse à la question de savoir d'où on va d'ici, puisque aucun des deux finalement ne peut prouver qu'il a raison. Ce qui m'amène à ma deuxième partie sur où est-ce qu'on va depuis ici, comment on peut aller de l'avant, comment on peut construire une nouvelle architecture de sécurité européenne qui sera fondée dans cette idée de la défense et de la dissuasion de la Russie. Et je crois que tous ceux qui ont suivi les débats européens sur la sécurité ces 10, 20, 30 dernières années seront d'accord avec moi pour dire que les débats européens sur la sécurité sont toujours très, très difficiles. On a longtemps débattu de zones géographiques où ceux qui pensaient que les principales menaces se trouvent au sud étaient opposés à ceux qui trouvaient que les principales menaces se trouvaient à l'est. On a bien sûr eu tout un débat sur l'autonomie stratégique européenne depuis quelques années maintenant. Et ce ne sont que deux exemples de débats relativement récents, assez compliqués, qui n'ont finalement malheureusement pas abouti sur grand-chose. Mais dans le contexte actuel, on a un contexte, des conditions géopolitiques qui sont bien plus compliquées, plus difficiles et aussi complexes, avec beaucoup plus de facteurs. Et je pense qu'on peut dire que, comme je le disais au départ, on est tellement occupé de questions pratiques en ce moment, de comment soutenir l'Ukraine, etc., que le véritable débat sur l'avenir de l'ordre de sécurité européen n'a en réalité
pas encore commencé, mais ce qu'on sait, c'est qu'il s'agira surtout de mettre en œuvre donc cette décision de mettre l'accent sur la dissuasion et la défense, de l'opérationnaliser, ce qui veut dire de la traduire en posture militaire avant tout, et de la traduire éventuellement aussi en politique industrielle de la défense. Comment préparer l'Europe à mettre en œuvre la dissuasion et la défense. Ça, c'est un processus qui est en cours en Europe, et surtout à l'OTAN, avec des décisions prises au sein de l'Alliance Atlantique lors des derniers sommets, donc Madrid en 2022 et Vilnius l'année dernière, avec un nouveau modèle des forces, etc. Et c'est un processus qui n'est pas encore achevé, qui est en cours, ce qui fait aussi que le débat qui devrait l'entourer n'est certainement pas achevé, mais qui est tout juste en train de naître. Et c'est pour ça que j'ai longtemps parlé de ces deux paradigmes, je pense que vraiment les deux paradigmes seront au cœur de ce débat. Et donc, encore une fois, aucun de ces deux paradigmes n'est pro-russe. Les deux sont à bord pour vraiment mettre l'accent sur la dissuasion, sur la défense, et qui ne parle pas forcément de relations normales, entre guillemets, avec la Russie dans tous les domaines, mais de relations, très compartimentalisées dans le domaine de la défense, puisqu'on ne reviendra pas à des relations avec la Russie comme on les a avec d'autres pays dans un avenir proche. Et donc ces deux paradigmes veulent encore une fois la même chose, la stabilité en Europe, et de façon très basique, éviter la guerre. Alors la vraie question dans ce débat, et c'est là qu'on retrouve les deux paradigmes et la vraie différence entre les deux, c'est la réponse apportée à la question de savoir si l'Occident, donc nous Européens, les États-Unis, l'OTAN, devons prendre en compte la perception de la menace russe, et est-ce que nous devons considérer que la Russie a des intérêts de sécurité légitimes ? Alors évidemment, pour tous les intérêts pas tous les intérêts de sécurité avancés par la Russie sont légitimes. Envahir l'Ukraine pour des raisons de sécurité n'est certainement pas légitime, mais la question est celle de savoir est-ce que certains intérêts sécuritaires russes peuvent être légitimes. Et alors, dans le débat, le peu de débat qu'il existe aujourd'hui sur cette question, mais on peut, si vous voulez, en interprétant le débat sur d'autres sujets, on peut en tirer des conclusions. La réponse apportée à la question de savoir donc, si les intérêts de sécurité russes peuvent être légitimes, le paradigme de l'identité vous amènera plutôt à dire non. Et je pense que le principal argument dans cette réponse est aussi lié à l'identité, cette fois-ci pas l'identité de la Russie, mais l'identité de l'OTAN, où l'on dit « Oh mais l'OTAN, de toute façon, est une alliance purement défensive, non agressive ». On n'a aucune intention d'envahir qui que ce soit, et donc la Russie n'a aucune raison de se sentir menacée. Et dans un deuxième volet qui peut paraître un peu contradictoire, il y a aussi cette idée que le but même de la dissuasion, c'est qu'un adversaire se sente menacé. Et si on poursuit cette logique, on arrive à l'idée qu'en fait, on ne peut jamais faire trop de dissuasion, parce que plus la Russie se sent menacée, mieux c'est, parce que ça nous rend plus sûrs. Donc voilà un des volets dans ce débat et des arguments qu'on entend. Le deuxième paradigme, donc celui de la stabilité, aura plutôt tendance à répondre oui. Il faut tout à fait prendre en compte la perception de la menace russe. Et cette logique découle encore une fois d'une analyse au niveau du système international qui est fondée sur l'idée du dilemme de sécurité. Donc encore une fois, il ne s'agit pas vraiment ou pas du tout même, de sympathie pour Moscou ou de gentillesse ou je ne sais quoi. Mais l'idée à la base, c'est de dire la précondition pour la stabilité, c'est déjà l'absence de guerre. Et donc, très concrètement, ce que ça signifie
pour la posture de dissuasion à adopter, c'est qu'il s'agit d'ajuster cette posture donc en fonction de la perception de la menace de la Russie, pardon, de maintenir des mesures de réassurance pour la Russie, ce qui est par exemple l'approche norvégienne, un exemple dont on ne parle pas beaucoup mais qui est très intéressant, de toujours faire en sorte que les canaux de communication restent ouverts entre l'Occident et la Russie et de vraiment investir dans des mesures de réduction de risques et de cette manière-là essayer de, si vous voulez, limiter les risques qui sont liés à la dissuasion. Et donc, c'est vraiment à ce niveau d'opérationnalisation de comment on met en œuvre une posture de la dissuasion. Donc, encore une fois, on parle de dissuasion pas uniquement nucléaire, mais dissuasion au sens beaucoup plus large. C'est à ce niveau-là d'opérationnalisation que les deux paradigmes risquent de devenir incompatibles. On peut être d'accord sur la perception de la menace, on peut être d'accord sur la solution, entre guillemets, même s'il n'est peut-être pas très durable, mais qu'on peut être d'accord sur cette idée que la dissuasion et la défense sont à peu près la seule chose qu'on peut faire en ce moment. Mais donc, comment on le fait exactement? C'est là que il ne va pas être facile de se mettre d'accord entre les adeptes des deux paradigmes, étant donné que prendre en compte des intérêts russes semble tout à fait inacceptable dans de nombreuses capitales européennes aujourd'hui. Et elles sont principalement situées sur le flanc est. Et alors, même sous ce deuxième paradigme, évidemment, il y a énormément de difficultés, puisque il faudra tout de même trouver un moyen de distinguer les préoccupations valables et fondées de Moscou et de les distinguer des simples prétextes fournis par Moscou pour ses actes, je ne sais pas où. Donc voilà, je pense qu'on peut... Une chose dont on peut être sûr, c'est que la nouvelle architecture de sécurité européenne ne naîtra pas d'une sorte de Big Bang ou de congrès de Vienne répété où on décidera de l'architecture de sécurité, mais qu'elle émergera étape par étape, petit pas par petit pas, avec suite à de nombreuses petites décisions qui sont prises, un peu comme on a vu après 1991, où il y a même peut-être des décisions qui sont prises sans aucune intention de bâtir un ordre de sécurité, mais la somme de ces petites décisions représentera quand même un ordre de sécurité. Et dans de nombreuses décisions qu'il faudra prendre, ces paradigmes seront implicitement présents. Et c'est pour ça qu'on n'y échappera pas, ces paradigmes, et qu'un compromis risque d'être compliqué à trouver. Le vrai défi dans ce contexte n'est pas vraiment donc de gagner la bataille des paradigmes, mais en fait de les rendre complémentaires. Et pour faire un petit tour d'horizon en Europe des adhérents de ces paradigmes, je pense qu'on peut dire qu'au sein de l'OTAN, il n'est pas toujours évident qui croit en quel paradigme parmi les États membres de l'OTAN. Donc, d'autant plus qu'il n'y a pas vraiment de débat sur ces questions, pas encore peut-être. Mais on peut quand même dire des choses sur la base de positionnements passés ou de positionnements traditionnels des différentes capitales. Alors, pour commencer aux États-Unis, déjà, il faut garder en tête que la Russie n'est pas la question de premier plan pour les Américains. Ça l'est pour nous ici en Europe, ça ne l'est pas pour les Américains. Pour eux, c'est la Chine, évidemment. Puis vous avez aussi tout un volet qui... Enfin, je sursimplifie et j'en suis désolée, mais vous avez tout un volet dans la politique américaine qui trouve que de toute façon, s'engager à l'étranger, on devrait arrêter, donc des tendances isolationnistes.
et donc tous les autres qui pensent quand même qu'il faut faire des choses à l'international, pour faire très simple, la Russie, ce n'est pas la grande préoccupation. C'est la Chine, c'est Taïwan, etc. Après, si vous essayez de retrouver ces deux paradigmes dont je parlais, il me semble qu'aux États-Unis, c'est une question de politique intérieure. En fait, une politique de peut-être pas forcément de parti, mais de camp interne en débat national. Et si vous voulez vraiment retrouver ces paradigmes de façon assez claire, il faut aller voir le débat sur la défense antimissile aux États-Unis. Et c'est là que vous voyez que l'administration Biden est un peu à cheval entre les deux, c'est-à-dire que dans son approche à l'Ukraine, je pense qu'on retrouve plus le paradigme de la stabilité. En même temps, la défense antimissile étant toujours en place, et sachant que la défense antimissile fait partie des dossiers qui vraiment énervent Moscou, et que les États-Unis ne bougent pas vraiment là-dessus, vous voyez qu'il y a un peu des deux. En Europe, je crois que c'est plus une question de culture stratégique nationale, c'est-à-dire que rarement, au sein d'un même pays, vous avez les deux, mais où c'est plus, je dirais, vous avez un paradigme par pays dans les débats européens. Et donc, du moins historiquement, les pays qui faisaient partie de l'OTAN au moment de la guerre froide, donc si vous voulez l'ancienne Europe de l'Ouest, ils ont du moins une expérience avec le paradigme de la stabilité, puisque comme je l'évoquais, pas toute la politique de guerre froide américaine, otanienne, etc. reposait sur ce paradigme, mais une bonne partie quand même. Aujourd'hui, je mettrais aussi des puissances nucléaires dans ce camp, peut-être par nécessité. Si on a la bombe, il faut savoir gérer les dilemmes de sécurité qui en découlent. Ils ne disent peut-être pas à haute voix et sans doute pas publiquement dans le contexte qui est quand même très très difficile aujourd'hui avec beaucoup d'émotions. Mais voilà, donc je pense j'ai cité le président Macron, donc qui a en tout cas un certain ancrage dans la culture stratégique française. J'ai aussi cité l'exemple norvégien, alors pas du tout une puissance nucléaire, mais tout de même un pays qui a une frontière terrestre avec la Russie et qui a donc développé sa propre approche, à gérer cette relation qui vraiment essaye d'équilibrer la dissuasion et la réassurance, sachant la réassurance vise à rassurer Moscou que le territoire norvégien ne sera pas utilisé pour une attaque contre le territoire soviétique à l'époque et russe aujourd'hui. D'autres qui étaient peut-être traditionnellement plus du côté paradigme de la stabilité sont en train de basculer dans une approche plus fondée sur le paradigme de l'identité. Je pense par exemple à la Finlande, qui avait une histoire assez difficile avec l'Union soviétique évidemment, mais qui avait aussi toujours cet équilibre entre le dialogue et la méfiance. Mais avoir suivi l'élection présidentielle en Finlande et les discours qui s'y sont tenus, je pense qu'on sent un départ de ce paradigme. Pour nous intéresser à un autre grand pays, ou en tout cas un pays important en Europe, je pense que concernant l'Allemagne, on peut dire qu'elle n'a pas encore trouvé sa voie, qu'elle cherche toujours, sachant aussi que l'Allemagne n'a, si j'ose dire, pas vraiment de culture stratégique profondément ancrée. Mais l'Allemagne a une conscience historique, par contre, ce qui, à mon avis, explique en grande partie le soutien actuel de l'Allemagne à l'Europe centrale et orientale, notamment la brigade que l'Allemagne stationnera de façon permanente en Lituanie. Donc, vous avez toutes ces dimensions-là, mais en même temps, vous avez aussi l'Allemagne, traditionnellement attachée au désarmement, à la maîtrise des armements.
Mais donc il y a les deux, mais je pense que le débat public actuel en Allemagne indique quand même une certaine tendance au paradigme de l'identité, c'est-à-dire une approche qui explique beaucoup ce qui se passe par l'identité russe et l'identité de ses dirigeants. Donc voilà, on a pour résumer un peu le paysage en Europe sur cette question, je pense qu'on a vraiment les deux paradigmes qui existent dans le paysage européen. Et donc la question qui se pose, c'est évidemment celle de savoir d'où viendra le leadership pour surmonter ces différences. La réponse traditionnelle à cette question serait évidemment de dire ça viendra des États-Unis, comme ça a toujours été le cas. Bon, on a les élections américaine cette année et le risque de l'ancien président Trump qui redevient président. Donc, on ne sait pas trop. Et en Europe même, on est assez divisé. Je pense qu'il y a une responsabilité évidemment des puissances nucléaires. C'est peut-être aussi une question qui pourrait être traitée dans le cadre du triangle de Weimar, donc France, Allemagne, Pologne, qui regroupe un peu tous les camps dans le débat sécuritaire européen aujourd'hui. En tout cas, on est devant des défis énormes. Donc, c'est pas seulement une question de paradigme qui poseront problème dans la décision de comment on opérationnalise cette idée de mettre en œuvre une posture de dissuasion, comment on va dissuader la Russie et nous défendre contre la Russie. Mais je pense que les problèmes en Europe viennent aussi de différences culturelles qui sont toujours très profondes, de logiciels très différents dans les différentes capitales, ce qui fait qu'on transforme pas mal de discussions stratégiques européennes en dialogue de sourds, tout simplement, où on n'est peut-être même pas, où le problème n'est peut-être même pas qu'on soit pas d'accord sur les sujets, mais qu'on n'arrive pas à communiquer. Et on a tout simplement des analyses divergentes qui peuvent diverger sur des aspects concrets comme l'environnement stratégique. En fait, le débat n'est pas du tout sur qu'est-ce qu'on fait, mais plutôt on n'est déjà pas d'accord en européen sur quelle est la situation, quel est le problème à résoudre. Et ensuite, il y a ce problème de niveau d'analyse que j'ai mentionné tout à l'heure, dans le sens où les deux paradigmes en fait sont aussi situés à deux niveaux d'analyse différents, ce qui fait que pour communiquer, déjà, il faudrait se mettre d'accord sur un niveau d'analyse et d'identifier les facteurs qui seront pris en compte. Et on a bien sûr le passé des débats européens qui se sont pas très bien passés sur les questions de sécurité, qui ont aussi une sorte d'héritage historique qui rendent les choses difficiles. Pour juste vous donner l'exemple français, c'est que dans beaucoup de capitales européennes, toute proposition qui vient de France est lue comme un exemple de gaullisme anti-américain, quel que soit le contenu de la proposition française. Et ça ne facilite évidemment pas du tout le débat si les propositions françaises comme celle de l'autonomie stratégique européenne ne sont même pas examinées puisqu'elles sont rejetées d'emblée pour être vues dans ce contexte historique. Alors, pour conclure, déjà, j'espère que ce n'était pas trop théorique, mais au contraire, j'espère avoir pu vous convaincre que les questions un peu théoriques valent vraiment la peine d'être analysées parce qu'elles peuvent être pertinentes. Et la conclusion qui n'est peut-être pas très originale, la première de mes conclusions en tout cas, c'est qu'il faut un vrai débat stratégique européen. On le dit depuis des années, des décennies, donc voilà. Désolée de ne pas être plus originale, en même temps, on n'a toujours pas de véritable débat stratégique européen. Il faut revenir à une approche unifiée sur ces questions
Je pense aussi qu'il y a un vrai travail de remise à niveau à faire pour de nombreux pays. Alors ça ne concerne peut-être pas la France, qui est quand même une puissance nucléaire, mais dans beaucoup de pays, on a pensé pendant les années et les décennies que les questions stratégiques, qu'on pouvait les ignorer et se concentrer sur autre chose. Alors, en même temps, il y a ce problème-là, mais un problème de mise à jour aussi, au sens où un simple retour au concept et aux notions de la guerre froide n'est pas non plus la solution, puisque le contexte à la fois technologique des systèmes d'armement, etc., mais aussi géopolitique avec la montée en puissance de la Chine, a tellement changé depuis la fin de la guerre froide que on peut peut-être partir sur la base des notions de la guerre froide, mais il faut vraiment aussi les actualiser et arriver à des réponses contemporaines. Et donc, plus concrètement, évidemment, ce qu'il faut, c'est aussi un vrai débat sur la dissuasion. Et à ce moment-là, pas un débat juste théorique, mais un vrai débat concret sur comment mettre en œuvre ces décisions de miser sur la dissuasion. Donc, encore une fois, pas uniquement nucléaire, mais au sens plus large. Et pour terminer sur, encore une fois, mes deux paradigmes, il faut parvenir à une approche complémentaire entre ces deux paradigmes qui, comme je disais, ne s'excluent pas forcément mutuellement. Et donc, ce qu'il faut, c'est une analyse de la menace unifiée. Et je pense, au vu de ce qui se passe en Ukraine et les propos du président Poutine, etc., il faut vraiment avoir zéro illusion sur la Russie et s'attendre au pire. C'est le rôle des gens qui pensent aux questions de défense. Mais il ne faut pas tomber dans le piège de penser que l'analyse de la menace et de s'attendre au pire nécessite une approche à la dissuasion complètement maximaliste, et que cette approche maximaliste, entre guillemets, de la dissuasion rende l'Europe plus sûre et nous amènerait à rejeter tous ces instruments qui permettent de gérer un dilemme de sécurité, qui permettent de gérer une relation entre adversaires, que sont la maîtrise des armements, la réduction des risques, etc. Donc, si on arrive à la complémentarité de ces deux paradigmes, on pourra aller de l'avant et construire un ordre de sécurité européen qui, pour l'instant, malheureusement, devra être fondé sur la dissuasion. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Barbara.